Nicolas Bay, bonjour. Bonjour. Leclerc et Carrefour vont vendre leur essence à prix coûtant. Alors visiblement, Elisabeth Borne a été assez efficace lors de ces négociations hier à Matignon. C'est une bonne chose pour les Français ? C'est une bonne chose que le prix ne continue pas de s'envoler au-delà de la barre des 2 euros. Mais je crois qu'on est exactement dans le cas précis d'un gouvernement qui passe son temps à atténuer les effets désastreux de la politique qu'il mène. Et ils passent leur temps à atténuer en faisant des chèques aux Français ou en bloquant les prix pour préserver un minimum le pouvoir d'achat des Français. Mais le meilleur moyen de préserver le pouvoir d'achat des Français, c'est de baisser les prélèvements obligatoires, de baisser les taxes, de baisser les impôts. Vous rendez-vous compte qu'on est dans un pays où on a... augmenter, c'est déjà une chose. On a 47% de prélèvements obligatoires en France. On est un des pays les plus imposés au monde. Eh bien, c'est à ça qu'il faut mettre un terme. Aujourd'hui, pour parler de l'essence, par exemple, on a 60% du prix du litre à la pompe qui est constitué de taxes. La TICPE, la taxe sur les carburants, et même la TVA, et la TVA sur la TICPE, c'est-à-dire la taxe sur la taxe. Voilà. Eh bien, il faut baisser les impôts, baisser ces taxes-là. À ce moment-là, on aura un litre d'essence à la pompe qui viendra à un niveau acceptable et on n'aura pas besoin de prendre tous les mois des mesures spécifiques pour empêcher une situation absolument dramatique pour beaucoup de nos compatriotes qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, pour emmener leurs enfants à l'école. Bref, et ça touche évidemment ceux qui vivent dans la ruralité, ceux qui vivent dans les zones périphériques qui ont déjà beaucoup de difficultés. Justement, pour eux, il va y avoir une indemnité carburant de 100 € pour les plus modestes, pour les rouleurs. Vous allez me dire que c'est pas assez, mais enfin, c'est déjà... C'est mieux que rien pour les Français, justement, qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Est-ce qu'on peut se satisfaire d'une situation où, en permanence, le gouvernement essaye d'atténuer le poids de cette fiscalité? Le problème, c'est pas... Mais la France, elle fait déjà beaucoup plus que certains autres pays européens. Oui, mais parce qu'ils ont une imposition plus faible. Le problème n'est pas de rendre un petit peu aux Français, c'est de leur prendre moins. Voilà. Et c'est ce qu'attendent légitimement nos compatriotes. On ne peut pas avoir un État qui est défaillant dans toutes ses missions, défaillant dans ses fonctions régaliennes, il assure mal l'ordre, la police, la justice, il ne protège pas les frontières, il n'aménage pas le territoire, et par contre on a un État obèse, omnipotent, qui paralyse l'activité économique, qui impose des taxes et des normes comme il n'existe nulle part ailleurs dans le monde, et le résultat, les Français sont étranglés, nos entreprises n'arrivent pas à être compétitives, et donc ils distribuent des petits chèques pour atténuer sa responsabilité. Est-ce que vous diriez que la revalorisation des pensions de retraite de 5,2% à partir du 1er janvier, c'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire, ça c'est pas grand-chose, c'est quand même une grosse mesure pour nos retraités. En réalité, c'est juste indexé sur l'inflation. En réalité, on a des pensions de retraite qui, et c'est prévu par les textes, sont indexées sur l'inflation. Donc on est dans une situation d'inflation forte, et par conséquent, on a une indexation des pensions de retraite. Ce qui est présenté par le gouvernement et par Bruno Le Maire comme une sorte de cadeau aux Français, c'est doublement faux. C'est faux parce que c'est une simple indexation sur l'inflation, et c'est faux aussi parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est pas les retraites des Français, c'est pas un cadeau du gouvernement. C'est juste qu'ils ont cotisé toute leur vie et dont ils récupèrent une partie seulement d'ailleurs au moment où ils sont en retraite. Le pape a récemment plaidé pour l'accueil des migrants. D'abord, sur cette question-là, est-ce que vous partagez le sentiment de Jordan Bardella qui pointe un pape trop politique? Est-ce que François est un pape trop politique? Moi, je crois que ce n'est pas tellement la question. Moi, ce qui me stupéfait dans les propos du pape, c'est que j'ai l'impression qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il était à Marseille, il ne s'est pas rendu compte du drame que vit une ville comme Marseille, avec des quartiers entiers qui sont non seulement des zones de non-droit, mais en réalité des zones de non-France, où c'est la loi des barbus, la loi des dealers qui s'applique, et surtout les propos du pape. D'abord, je rappelle quand même que quand le pape s'exprime sur des sujets d'actualité comme ça, il n'est pas dans le domaine de l'infaillibilité pontificale. Donc son propos n'engage pas tous les catholiques et toute la communauté des croyants. Je crois qu'il confond deux notions, le pape. Il confond la notion de charité individuelle, qui aboutit naturellement à ce que quand on a quelqu'un qui se trouve en difficulté, eh bien on lui porte secours, et la responsabilité politique, qui consiste à ne pas accueillir ces gens qui viennent dans l'espoir d'un Eldorado, avec à la clé, parce que quand on les fait venir, quand on alimente la pompe aspirante, quand on dit qu'il y a des... Et c'est vrai d'ailleurs, qu'il y a des aides sociales, des avantages, des allocations familiales, les soins gratuits, l'école gratuite, la possibilité d'être naturalisé, le droit du sol, eh bien ils viennent, ça, et les mafias de passeurs, les trafiquants d'êtres humains gagnent beaucoup d'argent, et il y en a plus il y en a qui tentent de venir, plus il y en a qui meurent en mer. Mais est-ce qu'il a pas aussi un discours totalement irresponsable. Un rôle moral.
là, sur la moralité, c'est-à-dire que le pape, ça peut être aussi une figure morale. Vous parliez de charité chrétienne, ça peut aussi commencer par ça. Oui, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et la vraie charité, c'est d'abord de s'occuper de ceux dont on a la charge, c'est-à-dire de son peuple, et ensuite de faire en sorte qu'on ne déracine pas à la fois les Français chez eux, le déracinement à domicile en quelque sorte, par l'arrivée massive de cette immigration depuis des décennies, et qu'on ne déracine pas aussi ces populations qu'on prive, leurs pays d'origine sont privés parfois d'une jeunesse. Donc en réalité, on n'a aucun bénéfice à ces grands flux migratoires totalement anarchiques. En réalité, ils sont préjudiciables à tous. Donc on a intérêt à mener une politique ambitieuse de développement des infrastructures, notamment sur le continent africain. On a intérêt à contrôler les migrations depuis la rive sud de la Méditerranée, que les demandes d'entrée sur le territoire européen se fassent depuis des hotspots sur le continent africain. Quand Emmanuel Macron dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est un constat que vous partagez. Oui, vous avez été étonné de l'entendre dire ça? C'est d'une banalité totale. C'est Michel Rocard qui avait tenu ce propos. Il l'avait tenu à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane dans les années 80 parce qu'il voyait déjà la Guyane à l'époque submergée par l'immigration clandestine venant du Brésil et du Suriname. Donc Emmanuel Macron n'a pas inventé la poudre dans ce domaine, mais surtout on est arrivé à une situation de saturation totale sur la question migratoire. Et ce qui est nécessaire, c'est aujourd'hui un message de fermeté. On a vu les migrants arriver à Lampedusa, arriver par milliers en une nuit. On sait très bien qu'ils arrivent par l'Espagne, l'Italie ou la Grèce, mais que ces pays-là sont les pays de transit. Le pays de destination, souvent, c'est la France. Ceux qui veulent travailler vont en Allemagne, mais ceux qui veulent souvent vivre des aides et des avantages sociaux, et la France est malheureusement le mieux-disant social en Europe. On dit aussi souvent que la France est un pays de transit et qu'ils préfèrent aller en Angleterre, par exemple. Oui, mais souvent, ceux qui veulent travailler ou qui sont anglophones, vous avez raison, vont vers l'Allemagne et l'Angleterre. Ceux qui veulent bénéficier d'aides et d'avantages sociaux, et ça plombe évidemment nos comptes publics, eh bien, ils se rendent en France et en Belgique. Donc on a, plus l'immigration est forte aux frontières sud, plus elle arrive chez nous. Et le drame, c'est quand Giorgia Meloni fait preuve de fermeté en refusant, par exemple, il y a quelques mois, que l'Ocean Viking, avec 230 migrants à bord, arrive sur les ports italiens, eh bien, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, aussitôt se précipitent pour l'accueillir à Toulon. Voilà. C'est cette attitude irresponsable qui aboutit à ce que beaucoup de migrants tentent la traversée en se disant, si on vient en Europe, on est sûr d'abord d'y rester, de ne pas être envoyé. C'est le premier message désastreux. Et le deuxième message désastreux, c'est qu'ils sont même sûrs, en réalité, d'être tôt ou tard régularisés. 3 sénateurs RN vont faire leur entrée au Sénat. Le RN, aujourd'hui, c'est aussi 80 députés à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen qui culmine dans les baromètres. Vous avez jamais regretté, vous, d'avoir quitté le Rassemblement national pour le parti d'Éric Zemmour ? Moi, je crois qu'on n'a pas de regret quand on défend des convictions. Ouais, il y a des différences avec le Rassemblement national. C'est quoi les différences? Elles sont d'abord, je rappelle que les différences fondamentales. Bien sûr, il y a 3 sénateurs RN, mais enfin, vous savez, il y a 9 ans, en 2020, en 2014, pardon, le RN a eu 2 sénateurs. Vous ne pouvez pas nier la dynamique aujourd'hui. Oui, il y a des résultats électoraux. Certains disent aujourd'hui que Marine Le Pen peut gagner en 2027. Oui, et c'est pas que son camp qui le dit, c'est aussi certains membres de la majorité. On nous disait déjà la même chose, et même les sondages disaient la même chose il y a 5 ans, et on sait ce qu'il en est advenu. Donc vous n'avez aucun regret? Non, j'ai aucun regret. Je pense simplement que le RN ne pourra jamais gagner seul. J'ai du respect et de l'amitié, et je garde de bonnes relations avec beaucoup de gens au Rassemblement national, mais je suis convaincu que c'est le rassemblement des droites qui permet de gagner. Partout en Europe, c'est vrai, et ce sera vrai en France, et c'est ce que nous voulons faire à Reconquête. Et aujourd'hui, nous avons des singularités et donc des complémentarités. Nous défendons bien sûr une position très claire sur la question de la civilisation et de la préservation de notre identité. C'est pas seulement la question migratoire, c'est la question de l'islamisation, la question de la dénatalité. C'est une question plus large. Mais en même temps, ou à la fois, nous sommes aussi sur un discours économique raisonnable, pro-travail, valeur travail. Le discours économique de Marine Le Pen ne l'est pas? Je pense qu'il est excessivement étatiste et donc fiscaliste, et qu'il ne promeut pas suffisamment la valeur travail. Voilà, je le dis sans animosité, mais c'est une vraie divergence de fond. Je crois qu'aujourd'hui, la France a avant tout besoin d'un discours économique extrêmement ambitieux pour, bien sûr, protéger les Français, protéger notre marché, mais on a besoin avant tout de liberté, de baisse de la fiscalité, baisse des impôts, baisse des taxes et des normes. Aujourd'hui, l'Europe est l'espace économique le plus contraint et le plus normé au monde. Un dernier mot juste, parce qu'il nous reste qu'une minute. On parlait des différences. Jordan Bardella va être tête de liste pour le RN. Marion Maréchal pour Reconquête. C'est quoi leur différence? Parce qu'on a l'impression que c'est à la fois nous économique. Donc essentiellement économique. Sur le projet européen, nous défendons l'Europe civilisationnelle, évidemment en remettant
en cause largement le fonctionnement actuel qui n'est pas si démocratique et les orientations politiques qui sont désastreuses de l'Union européenne, mais nous ne sommes pas dans une espèce de Frexit qui est le discours du Rassemblement national. Sur l'économie, je viens d'en parler, et puis nous défendons aussi un certain nombre de valeurs. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une offensive, l'activisme LGBT, le wokisme. Le Rassemblement national est relativement absent sur ces questions-là. Pour nous, c'est une question absolument fondamentale. Merci beaucoup Nicolas Bay, bonne journée à vous.